Madame, Monsieur, bonsoir. Actualité 100% nationale dans cet épisode avec deux actus majeures. La feuille de route urbanistique du gouvernement et l'avenir de la raffinerie La Samir après l'arbitrage du Centre international de règlement des différends relatifs à l'investissement. D'abord, retour sur l'essentiel de la présentation faite hier par le chef du gouvernement au Parlement de la politique de l'habitat, une vision qui se veut désormais disruptive et innovante selon Aziz Akhnouch. Il a été question de pôles territoriaux de développement, du programme d'aide directe au logement, de lois encadrant l'élaboration et l'approbation des documents urbains, du plan quinquennal pour un Maroc sans bidonville, sans oublier la reconstruction des zones frappées par le séisme d'Al Haouz. Bref, beaucoup de chantiers en parallèle. Mais pour le chef de l'exécutif, l'habitat et l'urbanisme s'imbriquent dans la réforme du système global des politiques publiques. L'occasion pour nous de faire une lecture critique de la feuille de route urbanistique du gouvernement. En seconde partie, clap de fin pour le feuilleton de l'affaire La Samir. C'est la question que se pose l'opinion publique après l'annonce officielle hier de la décision du CIRDI, ce tribunal qui relève du groupe Banque mondiale et qui dit niet à la majorité des réclamations du groupe Coral Morocco Holding auquel l'État marocain devra verser 150 millions de dollars, soit 6% des 2,7 milliards d'indemnisation demandées par le groupe. Pour la défense marocaine représentée par le cabinet Nassiri Allen Associés, la faillite de la raffinerie Samir était due à des difficultés financières chroniques et non à une action délibérée du gouvernement. Mais la question qui se pose, quelles sont les implications de ce verdict pour la raffinerie, pour l'État, pour la facture et la sécurité énergétique du royaume, ainsi que pour les centaines de salariés que compte cette raffinerie Samir? Élément de réponse avec nos invités ce soir. Nous allons bien sûr parler du volet juridique. Nous avons avec nous un professeur de droit qu'on ne présente plus, professeur Mostafa Sahimi. Bonsoir. Bonsoir. Et bien sûr, vous êtes également politologue, donc nous allons avoir votre analyse du grand oral du chef du gouvernement hier, du grand oral mensuel du chef du gouvernement hier devant les députés. Nous avons également un expert avec nous sur le plateau, un expert en questions urbanistiques. Il est urbaniste, il est architecte, écrivain, Rachid Boufous. Bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir. D'abord, messieurs, ces programmes de la politique publique de l'habitat présentés hier par le chef du gouvernement à la Chambre des représentants, est-ce qu'il a été convaincant? Rachid Boufous. Merci. Donc, comme prévu, le Premier ministre a fait sa déclaration donc, sur les problématiques relatives à l'urbanisme et à l'architecture, donc au Maroc, en présentant un certain nombre de chiffres globaux sur l'action du gouvernement depuis 2021. Moi, personnellement, en tant qu'architecte urbaniste, avec une expérience dans le domaine, j'avoue que les déclarations du Premier ministre ne m'ont pas vraiment convaincu. Et puis, les chiffres énoncés m'ont laissé un peu sur ma faim parce que en préparant cette émission, bien sûr, je me suis un petit peu documenté sur ce qui se fait dans le domaine. Le contraire m'aurait étonné de la part de Rachid Boufous. Alors, quels sont les chiffres qui vous ont... Rentrons dans le détail du sujet. Quels sont les chiffres, selon vous, en tout cas qui ne vous ont pas convaincu, parce qu'il y a beaucoup de chiffres. Il y a les chiffres sur la reconstruction post-séisme, il y a les chiffres sur l'aide au logement. Beaucoup de chiffres ont été exposés par le chef du gouvernement. On les prend les uns après les autres. Bon, on va commencer d'abord par les délais d'autorisation. Donc, le Premier ministre a dit qu'il avait signé une circulaire conjointe avec le ministère de l'Intérieur pour ramener le délai d'autorisation de construire pour les lotissements à 30 jours et pour les constructions à 15 jours, ce qui est pratiquement aujourd'hui, selon les chiffres même de la plateforme numérique Rojas, les délais d'autorisation pour la construction sont de 53 jours au lieu de 15 jours. Et pour les lotissements, ils dépassent les 90 jours au lieu des 30 jours. Combien de temps il faut pour une circulaire pour qu'elle soit, parce que vu votre expérience, pour qu'elle soit vraiment visible, qu'on peut ressentir sur le terrain? La circulaire a un effet immédiat. Dans la semaine, elle est appliquée parce qu'elle est diffusée à l'ensemble des intervenants, à toutes les préfectures, provinces, ainsi que toutes les communes et les agences urbaines. Donc, et ça veut dire qu'il y a un problème de gestion.
de dossiers, il y a encore des freinages au niveau de l'administration. Quelle administration? Toutes les administrations, parce que nous avons aujourd'hui la prise de décision pour les autorisations de construire à 3 intervenants, oui. c'est-à-dire la province ou la préfecture, exact. La commune et l'agence urbaine. Donc cette dilution, plus bien sûr les sapeurs-pompiers, mais ils ont été enlevés depuis quelques années de la commission, mais quand même ils donnent leur avis. Toujours est-il que, moi je trouve, et je l'ai toujours dit, d'ailleurs même sur votre plateau, que cette dilution de responsabilité où les gens se rejettent les responsabilités sur les retards les uns sur les autres, ben, elle plaide pour une unification des procédures d'autorisation de construire, que ce soit chez quelqu'un, une personne en particulier, tenue pour responsable de la délivrance. Comme ça, on pourrait gagner effectivement en efficacité, en efficience en matière de délivrance des autorisations. Ça, c'est pour le premier volet. Pour le deuxième volet, concernant donc les sinistrés peut-être? Les sinistrés du House, donc le Premier ministre 95% des familles sinistrées ont bénéficié de l'aide gouvernementale. Alors il a déclaré que l'État a délivré, enfin les autorités compétentes ont délivré 51 000 autorisations sur 53 000 dossiers déposés et qu'il y a 56 000 familles qui ont bénéficié des 20 000 dirhams. Donc déjà, il y a un gap de 5 000, je ne sais pas d'où il est venu. C'est intéressant. 56 607 familles ont pu toucher à fin mai un montant de 20 000 dirhams en tant que premier versement au titre de l'aide à la reconstruction des logements effondrés totalement ou partiellement. Et 51 031 autorisations de reconstruction ont été accordées aux familles sinistrées. Sur un total de 53 000 demandes déposées. Première contradiction, parce qu'on sait très bien que la délivrance des 20 000 dirhams, ça fait partie de la première tranche totalisant les 140 000 dirhams ou 80 000 dirhams selon l'état du logement. Soit il est complètement détruit ou il connaît des fissurations. Donc déjà, il y a un problème ici de sincérité des chiffres. Deuxièmement, donc, on a dit qu'on avait délivré 51 000 autorisations et qu'on avait délivré les 20 000 dirhams comme première tranche. Mais ce qu'on voit dans la réalité aujourd'hui, les bénéficiaires des deuxième et troisième tranches sont à peu près respectivement de 6 900 ménages et de 827 ménages. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en réalité, ce qui se reconstruit dans le House ne dépasse pas les 7 500 logements. Donc cela revient à des problématiques que j'avais même décrites ici, le 13 septembre dernier, quand vous avez eu la gentillesse de m'inviter ici, c'est que je posais le problème aujourd'hui de la difficulté de reconstruction dans un univers où la géographie est contrainte, où il y a des problèmes d'accès, où il y aura des problèmes d'acheminement des matériaux de construction, il y aura des problèmes d'encadrement des populations qu'il aurait peut-être fallu mieux regrouper ces sinistrés dans des villages construits dans la plaine, dans une zone totalement sûre. Aujourd'hui, on demande aux gens de reconstruire eux-mêmes avec un prix très bas qui est de 140 000 dirhams sur des parcelles qu'ils doivent eux-mêmes déblayer avec une aide de 2 500 dirhams, alors qu'on sait très bien que ça coûte beaucoup plus cher, qu'ils doivent acheminer eux-mêmes les matériaux de construction jusqu'en montagne dans des conditions difficiles. Le transport s'est renchéri, les matériaux de construction eux-mêmes se sont renchéris, enfin les prix ont grimpé, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'estime que ça a été un échec. Aujourd'hui, l'opération de reconstruction dans le House, parce qu'on n'a pas pris en compte la difficulté du terrain. On a voulu maintenir les gens dans des zones où Mais ils ont quand on déclare vécu... 95% des familles sinistrées ont bénéficié de l'aide gouvernementale. Le bénéfice... Ils ont bénéficié d'une aide gouvernementale. Certes, l'État a fait son travail, il a débloqué plus d'1,5 milliard de dirhams d'aide, mais cela ne veut pas dire que ces 51 000 personnes, enfin familles, ont pu reconstruire. Parce qu'on parle d'autorisation de construire, on ne parle pas de permis d'habiter. Cela fait maintenant 9 mois. Oui, mais 86% des demandes ont été... je me permets de comparer aussi les chiffres. Si on voit que 86% des demandes déposés ont eu autorisation. Donc 51 000 sur 53 000. Oui, donner une autorisation est une chose. On reçoit un visa sur un plan élaboré par un confrère ou une consoeur, avec le suivi, bien sûr, qui est garanti derrière avec les bureaux d'études, bureaux de contrôle. Très bien. Cela ne veut pas dire que forcément les gens ont eu la capacité de passer à l'acte et de pouvoir construire. Parce qu'encore une fois, où est-ce qu'ils vont construire ? Sur la même parcelle où ils habitaient, c'est une zone sinistrée. Donc il faut qu'ils découvrent, qu'ils trouvent une autre parcelle pour construire. Donc il faut
leur aménager de nouvelles parcelles pour construire. Alors il faut les payer, ces parcelles. Ça n'a pas été intégré dans l'aide. Ce qui n'a pas été aussi intégré dans l'aide, c'est l'acheminement des matériaux de construction par ces populations vers les zones où ils devaient reconstruire. Et 140 000 dirhams aujourd'hui, on ne construit rien avec. D'accord? Parce que nous avons fait les calculs dans des géographies contraintes, avec des prescriptions du RPS 2000, du règlement parasismique, on n'a rien à moins de 190 000 à 210 000 dirhams par logement, si on veut que ça soit sûr, accompagné et oui, il y a des logements réalisé qui coûtent moins que ça. Bah, il y a des logements sociaux qui coûtent moins que ça, Rachid Boufous. Écoutez... vendus, hein, ça veut dire que même le promoteur, il a sa marge dessus. Écoutez, si aujourd'hui on veut faire les choses dans les règles... Non, mais elles sont construites dans les règles parasismiques, ces constructions d'habitat social. Moi, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que ces prix correspondent à des constructions dans des sites contraints, ou bien une géographie difficile. Maintenant, bien sûr qu'on construit beaucoup moins dans des zones où il n'y a pas ces difficultés, d'accord, où le prix même des constructeurs, parce qu'encore une fois, ces personnes qui font de l'autoconstruction dans le house, ils doivent faire appel à des maçons, à des ouvriers. Donc ce prix-là n'a pas été intégré dans l'aide. C'est ça que je dis encore une fois. Tout ça a surenchéri le prix et que ça aurait été beaucoup plus simple, comme je l'ai dit il y a 1 an chez vous, enfin il y a 10 mois, ça aurait été beaucoup plus simple que l'État assume ses responsabilités en matière de sinistre et qu'il aurait été beaucoup plus judicieux qu'il construise lui-même ses logements et qu'il les distribue selon des modalités qu'il aurait définies, mais au moins l'État prend ses responsabilités dans le cadre de marché de construction. Bien sûr vérifier, bien sûr piloter, encadrer et ne pas laisser les gens construire eux-mêmes, d'accord, et acheminer eux-mêmes les matériaux de construction. Je trouve que cette façon de faire n'est pas bonne. Voilà. Moustapha Sahimi, je vous vois depuis tout à l'heure vouloir prendre la parole pour réagir. Donc je vous laisse réagir et puis je vous adresse ma question après. Ce que dit notre ami ici nourrit chez moi des interrogations. Je pense qu'il y a une autre approche que vous avez ignorée peut-être, c'est l'approche sociologique et culturelle. C'est-à-dire que c'est sur place que les habitants décident de construire là où ils sont, pour des raisons sociologiques, culturelles, familiales, etc. Et ils sont absolument rétifs pour aller ailleurs. C'est extrêmement important. C'est des dossiers que nous connaissons, c'est-à-dire qu'il y a eu des enquêtes qui ont été faites sur ce plan-là et sur le terrain. Les gens ne veulent pas construire ailleurs. Deuxième observation, vous proposez une sorte d'étatisation d'un programme de construction dans le house. Or, ça, c'est pas possible. C'est-à-dire, l'État ne veut pas être entrepreneur partout. Nous l'avons fait à Al-Hassima, pourtant en 2004. Oui, mais c'était dans des conditions différentes, du fait des conditions géographiques et des conditions locales. Et donc, ce qui me gêne, c'est de renvoyer tout ça sur l'État en disant l'État doit être aménageur partout dans toutes les régions. Je pense qu'il y a une volonté de concilier et le souci de la reconstruction, évidemment, et en même temps de laisser la liberté de choix aux habitants. Et il se trouve que les habitants ne veulent pas être relogés ailleurs que dans leur milieu d'origine. Très bien. Autre chose pour clore ce dossier de reconstruction du post-séisme, Moustapha Sahimi? D'abord, il faut quand même relever un grand effort de l'État. C'est une décision royale. Vous vous souvenez, une décision royale qui a été prise et ça a été l'occasion pour interpeller les politiques publiques qui ne prenaient pas en compte suffisamment les besoins d'un monde rural, montagnard exclu. Il y a un Maroc qui n'a pas bénéficié des bénéfices du développement sur ce plan-là. Et ça a été un tournant important dans l'infléchissement des politiques publiques, en particulier pour ce qui est du monde rural, et en particulier pour des zones montagnardes où il y a entre 5 et 6 millions d'habitants, estimation minimum. Je crois que c'est important de tirer les leçons de l'Haouz, et je pense que l'État l'a fait sur impulsion royale, c'est-à-dire une territorialisation des politiques publiques pour ce qui est de l'habitat. Très bien. Politique d'aide au logement. Au 15 juillet 2024, le nombre de bénéficiaires du programme d'aide directe au logement s'élève à 17 000 pour un coût de 6,3 milliards de dirhams.
dont une contribution d'1,3 milliard. Un commentaire sur ce programme d'aide au logement et surtout sur son impact. Et comme cela a été évoqué hier par le chef du gouvernement, ça a donné une nouvelle dynamique au secteur de l'immobilier. Écoutez, le gouvernement attendait quelque chose comme 350 000 bénéficiaires. Il y a eu 86 000 réponses, enfin des gens sur le portail qui a été dédié à cet effet. Il n'y a eu que 17 000 aujourd'hui de ménages qui ont accepté. Sur 84 000. D'après ce que j'écoute un peu à gauche à droite chez les promoteurs, etc. Bon, comme il n'y a pas d'incitation fiscale derrière pour eux, bien sûr, ils sont un petit peu rétifs à souscrire à ces programmes. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose aujourd'hui. Je l'ai toujours réclamé que l'État assume encore une fois ses responsabilités. Ici, comme Al-Haouz, encore une fois, même je ne suis pas d'accord avec Sissimi dans son raisonnement, l'État est important au Maroc. On parle aujourd'hui de l'État social, etc. Nous sommes dans un pays, malgré le fait que nous ayons fait un grand pas en triplant carrément le PIB depuis 25 ans, c'est très bien, mais toujours est-il que l'État est important chez nous et que c'est important que l'État aide les ménages, les primo-acquéreurs. Peut-être qu'il devrait élargir le type de bénéficiaires. Alors juste pour rappel, pour nos ces téléspectateurs, il s'agit de programmes d'aide au logement pour des logements soit de 300 000 dirhams pouvant aller jusqu'à 100 000 dirhams d'aide, donc le tiers du prix de revient du logement, ou des logements à 700 000 dirhams pour les primo-acquéreurs toujours, avec une aide qui peut aller jusqu'à 70 000 dirhams. Tout à fait, c'est très bien. Aujourd'hui, il faudrait peut-être l'élargir à d'autres produits, aller au-delà de 700 000 avec des aides beaucoup plus importantes, peut-être avec des questions de défiscalisation. Il faut peut-être aussi mettre sur le chantier ce que nous avons arrêté de faire dans les années 70, c'est de créer des agences d'habitat locatif, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont pas les moyens d'acquérir un logement, mais qui peuvent très bien le louer à 1500, 2000, 2500 dirhams, sur 25-30 ans, avec une possibilité de l'acquérir à la fin du crédit. Je pense que nous devons varier les produits. C'est une bonne chose que fait le gouvernement avec ces aides. Et je pense qu'il faut aussi réintroduire des incitations de différents types, fiscales, du coup, parce etc. Même en matière de... Si je peux vous interrompre, quand on a vu qu'il y a eu les incitations pour les promoteurs immobiliers, ça a donné les résultats que nous avons aujourd'hui. Là, l'État intervient au niveau de l'acquéreur. Il ne peut pas intervenir des deux côtés, c'est-à-dire de bout en bout. L'État a fait le choix d'inverser le soutien, d'adresser le soutien directement à ceux qui en ont besoin. Tout à fait. Dans les années 2000, nous étions face à une grave crise du logement. Nous avions plus de 1,5 million de logements en moins. L'État, à travers les incitations fiscales, a permis aux promoteurs de jouer leur rôle. Ils ont quand même construit... Et de s'enrichir aussi, il faut le dire. C'est leur droit. C'est leur droit. Nous sommes dans une société de libre marché, donc il n'y a aucun souci. Ils ont construit plus de 850 000 logements grâce à ces incitations. Ça a permis à énormément de Marocains d'être logés à moindre coût. C'est 250 000 dirhams, c'est pas grand-chose, mais ça permettait d'avoir un toit, d'avoir un chez-soi. Et ce qui a permis aussi, à travers les opérations de recasement de bidonvillois, déjà de baisser de moitié le nombre de bidonvillois et de populations précaires, de mettre à niveau beaucoup de villes. Mais cela n'est pas suffisant parce que nous avons le gros du problème, c'est quoi? C'est que l'État investit énormément d'argent, énormément d'aides, d'incitations fiscales, etc. Mais il n'arrive pas, à côté, de juguler les migrations donc du rural vers l'urbain, parce qu'il faut savoir encore une fois que chaque année 240 000 Marocains arrivent dans les villes et que nous avons aujourd'hui que 7,5 millions de logements. Donc nous avons, même si nous traitons avec le nombre de logements que nous produisons, nous n'arrivons pas à absorber ce flux migratoire. Donc, même si on le reconstruit, parce qu'il s'agissait aussi, dans la présentation du chef du gouvernement hier, il a parlé de ces pôles de développement ruraux, c'est-à-dire que le rural n'est pas laissé en... Très bien, c'est ce que nous attendons depuis une vingtaine d'années,
que ce soit sur les pôles ruraux, sur les centres émergents, sur les villages ruraux, ça n'a pas encore été mis en œuvre. On ne va pas attendre encore 20 ans pour les mettre en œuvre. Il faut y aller tout de suite. Il faut arrêter cette migration. Pourquoi? Parce que les gens... Il faut arrêter la migration, il faut donner des activités d'abord économiques Mais avant de bien parler sûr, de. mais bien sûr de- qu'aujourd'hui, de- et les d'où se activités. loger. C'est les activités économiques et les qui poussent activités arrivent la comment? population rurale et l'exode Les rural. activités arrivent comment? Arrivent d'abord par les infrastructures, par les routes, les autoroutes, le train, etc., pour permettre justement aux industriels d'aller s'installer dans les zones rurales, et aussi par des incitations fiscales avec pour les régions. Pourquoi on ne défiscalise pas certaines régions? Draatafilat aujourd'hui, qui est la région la plus pauvre, pourquoi on ne la défiscalise pas pour permettre notamment aux industriels d'aller s'installer là-bas? Aujourd'hui, on a fait un grand travail de dédoublement des voies vers Draatafilat, c'est très bien, mais pour ramener l'investissement, il faut accompagner l'ensemble donc de ces installations. Nous avions fait en 2004, avec le premier gouvernement Seyed Abdelrahman Al-Yousfi, un schéma national d'aménagement du territoire. Ça a été très bien, une très bonne chose. Nous ne l'avons jamais appliqué. Nous parlons aujourd'hui de la régionalisation avancée. Il faut la mettre en œuvre. Il faut donner aux régions la possibilité justement de piloter leur propre développement. Il faut que l'État central se décentralise en quelque sorte. Il faut qu'il soit toujours là présent, mais pour l'initiative privée, pour l'incitation à l'investissement, il faut que les régions puissent prendre le relais. Donc, il y a toutes ces problématiques-là sur lesquelles il faut répondre. Bien sûr, le Premier ministre, bon, il a parlé d'un certain nombre Chef du gouvernement, on n'a pas de Premier ministre oui. depuis. Président du gouvernement, chef du gouvernement, c'est Voilà. pas grave, mais toujours est-il que le premier des ministres a annoncé qu'il avait annoncé avec la ministre Madame Fatima Zahra Mansouri un certain nombre de plans d'aménagement, etc. Nous avons un problème aujourd'hui de renouvellement urbain, de requalification des tissus urbains existants. Les plans d'aménagement aujourd'hui, on nous donne un nombre sur 200-280 plans d'aménagement qui ont été approuvés. Oui. Le problème aujourd'hui, c'est que les plans d'aménagement durent 10 ans. Pourquoi on ne fait pas de nouveaux plans d'aménagement qui peuvent être renouvelés au bout de 2 ans, au bout de 3 ans? Ça permettra justement à ce renouvellement urbain de se faire. Imaginez par exemple, Rabat aujourd'hui est un territoire qui est fermé, on ne peut plus l'étendre. Par Mais il y a eu en nous pouvons- 2022 le dialogue nous national pouvons- de l'urbanisme et de l'habitat. Il a duré une demi-matinée, enfin une matinée, Oui. et qui n'a abouti à rien du tout. À ce jour, on attend toujours les conclusions de Mme Fatima Zahra Mansouri. Un an après, ça n'a rien donné. Donc, qu'est-ce que je vous dis encore une fois sur ce renouvellement urbain? Que je vous ai pris le cas de Rabat, ça peut être aussi le cas de Casablanca, etc. On peut requalifier les tissus urbains. Nous avons des tissus à 2 niveaux, 3 niveaux. On peut les passer à 10 niveaux, à 8 niveaux, etc. Permettre aujourd'hui aux citoyens de continuer à vivre dans leur ville au lieu d'aller partir, faute de mieux, dans les périphéries. Et nous avons aujourd'hui un mitage de l'arrière-pays agricole dont nous avons besoin pour notre nourriture, où nous avons aujourd'hui l'éclosion de grands centres ruraux, enfin de grands bourgs, et que ça pose des problèmes, et ça ne freine pas. Pour autant, cette migration qui donne toujours ce fléau qui est le bidonville, et encore une fois, je me souviens encore chez vous à plusieurs reprises, je le dis, je le répète, on ne peut pas régler ce problème de bidonville sans mettre un registre national des bidonvillois, parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous avons toujours, sur le nombre total de bidonvillois qui sont bénéficiaires de l'eau, 30% de ces bénéficiaires revendent leur l'eau pour aller bénéficier dans une autre ville. Oui. Il faut absolument interdire ce fléau avec ce registre national des bidonvillois. Mais ce que vous dites, c'est pas de l'avis de Aziz Akhnouch qui confirme hier, toujours devant les députés, qu'à l'horizon 2028, le Maroc ne comptera aucun bidonville. Mustafa Sahimi. Je vais revenir après sur la question des bidonvilles. Et vous avez parlé du dialogue national en septembre 2022. Il a été quand même l'occasion d'une réflexion nationale parce qu'il a été préparé par des dialogues régionaux. Réflexion nationale sur la nécessité de l'actualisation du cadre juridique, sur la simplification des procédures, sur la nécessité d'un interlocuteur régional, etc. Maintenant, ce qui me pose problème, moi, Le plus important, c'est que c'est une approche participative. participative. C'est-à-dire que ce sont les acteurs. En amont, ça a été fait. du Il y a eu secteur des de dialogues l'habitat. régionaux qui ont conduit à ce dialogue national. Il faut être juste. Ça, c'est le factuel et c'est important de le préciser.
Ce qui reste problématique, c'est une stratégie. C'est une stratégie d'habitat et d'urbanisme. Alors pourquoi? Quel est l'état des lieux? L'état des lieux, c'est évidemment la prolifération de l'habitat insalubre, c'est l'urbanisation anarchique dans périurbaine que vous avez évoquée, c'est le déficit d'infrastructures et d'équipements, et puis aussi l'épuisement de la réserve publique foncière. Le problème, c'est qu'il y a pratiquement plus de terrain, sans parler de la cherté du prix du terrain. Je crois que c'est important de relever qu'il y a un basculement maintenant qui se fait démographique, on le sait depuis des années, c'est une tendance lourde, un basculement démographique qui fait que le monde urbain et les agglomérations urbaines ne recouvrent, tenez-vous bien, que 2% de la superficie du territoire national. 2%. En revanche, 75% du PIB national est précisément dans ce périmètre-là, urbain et périurbain. 70% des investissements également, sans oublier 43% de la population active. Voilà les problématiques. Les problématiques, c'est des problématiques de développement territorial parce que le monde urbain est un monde qui attire, qui se développe au détriment du monde rural qui s'appauvrit avec l'exode rural que vous avez relevé. Pour ce qui est des bidonvilles, le chef du gouvernement a donné des chiffres qu'il faut rappeler tout de même. Le budget total consacré au programme de réduction des bidonvilles, c'est 46 milliards de dirhams. C'est important. Et ça a bénéficié à 347 000 familles, ça aussi il l'a dit, avec un taux de traitement de 75%. Il a aussi précisé qu'il reste 120 000 unités, c'est-à-dire de bidonvilles et de personnes ou de familles recensées dans les bidonvilles. Et il a fixé des perspectives pour 2028, etc. Le problème maintenant, c'est l'adéquation de la politique de recasement. Oui, ce que disait. Oui. Alors, c'est ce que disait Rachid Bouffour, c'est qu'il faudra peut-être faire davantage attention à l'encadrement de cette politique. L'encadrement et que ça réponde aux besoins des anciens bidonvillois. Or, il y a des résistances. Pourquoi? Parce que les formules qui leur sont proposées, c'est des F3, c'est-à-dire 2 pièces plus une chambre plus un salon cuisine, mais dans des zones différentes de leur implantation là où ils sont. Évidemment, ils répugnent à aller. Moi, je connais des cas à Rabat, ailleurs, etc., où les gens ont été recasés ailleurs et sont évidemment extrêmement réservés à ce sujet. Il y a le problème, si vous le permettez, du logement social aussi. La difficulté, c'est d'avoir des logements à 140 000 dirhams et 250 000. Il y a plus, parce qu'il n'y a plus d'incitation pour les promoteurs. C'est ça. Bien sûr, ça tient à quoi? Ça tient d'abord à la difficulté d'avoir du foncier. Selon les calculs faits par les architectes et les bureaux d'études, pour qu'ils se retrouvent dans leur compte, il faut d'un terrain à 600-700 dirhams le mètre carré. Donnez-moi un exemple au Maroc où il y a des terrains qui sont à 600-700 dirhams le mètre carré. Alors la frilosité évidemment des promoteurs, elle est justifiée parce que du fait qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas d'intérêt à cela. Il y a aussi l'imposition. L'imposition sur les logements à 300 000, c'est entre 40 000 et 50 000 dirhams, ils sont imposés. Et puis, il y a aussi le fait que les promoteurs qui sont le levier de cette politique de l'habitat estiment qu'ils n'ont pas d'interlocuteur conséquent au niveau des pouvoirs publics. Ce qui est intéressant, et pour justement finir avec ce dossier, c'est les chiffres concernant les autorisations, l'adoption de 275 documents d'urbanisme depuis octobre 2021, dont 195 plans d'aménagement. C'est une bonne nouvelle, Rachid Bouffour. Surtout que c'est au cœur de cette stratégie, cette nouvelle génération de documents d'urbanisme. Vous avez parlé tout à l'heure des autorisations, de délivrance d'autorisations qui, certes, malgré la circulaire adoptée par le ministère de l'Habitat conjointement avec le ministère de l'Intérieur, ils peinent à être accélérés. Ces délais qui dépassent largement les 30 jours autorisés par la circulaire. Mais là, on le voit, il y a des choses quand même positives. Il y a énormément de choses positives. Depuis qu'on a mis la dématérialisation, justement, des procédures d'autorisation de construire, ça a été fait
à partir d'un constat fait par la Banque mondiale et par l'État marocain sur les difficultés justement d'accès aux autorisations. Donc nous avions un mauvais rating en matière de doing business, etc. Donc nous avons introduit cette dématérialisation qui donne d'excellents résultats aujourd'hui. C'est-à-dire il n'y a plus, c'est zéro papier, nous n'avons plus d'interlocuteurs physiques donc avec les personnes qui autorisent, qui écrivent bien, ce qui a enlevé un certain nombre de pratiques douteuses qui posaient problème justement sur les délivrances des autorisations. Aujourd'hui, on fait cela et le Maroc peut être très fier de cette avancée. La numérisation, pas simplement dans les autorisations, mais dans tous les autres, notamment au niveau des impôts, etc. C'est une véritable avancée. Maintenant, c'est le goulot d'étranglement. Il se fait avec le nombre excessif de dossiers. Ce qu'il faut savoir sur ce qui se construit au Maroc, 80% des 53 000 autorisations que délivrent toutes les agences, enfin toutes les communes au Maroc annuellement. Est-ce que vous dites 53 000 autorisations au Maroc? C'est intéressant parce que 51 000 ont été autorisés pour le house, pour la reconstruction de le house. Donc 35 000 uniquement pour Casablanca et 4 500 à 5 000 dossiers pour Rabat. Et le reste surtout le Maroc. Donc ce qui fait que, je reviens à ce qu'a dit Sehimi, c'est que vraiment dans les grandes métropoles où il y a beaucoup d'activités, etc., ce qui est normal. C'est tout le littoral marocain Exactement. Et donc ce qui fait que aujourd'hui, il y a sur les 53 000 autorisations qu'on délivre par an, 80% de ce chiffre, c'est de l'autoconstruction, c'est des logements économiques, c'est des surélévations, c'est des réfections, des réaménagements de locaux commerciaux, etc. Donc ce qui reste, c'est les constructions faites par l'État ou par les promoteurs. Donc ce n'est pas énorme. Donc sur le parc d'habitat dont je vous ai dit qu'il est aux alentours de 7,5 millions d'unités, plus de 60%, c'est la maison marocaine, le fameux cube avec des trous, etc., moche, qui fait la mocheté aussi de nos villes, qui est privilégié par les gens parce qu'il leur donne une possibilité d'avoir sur plusieurs étages des possibilités de louer ou de sous-louer leur appartement, et le rez-de-chaussée est commercial. C'est pour ça qu'encore une fois, les bidonvillois eux-mêmes rechignent à aller dans des logements et préfèrent des lots parce que le lot devient une espèce de rente. Il produit de l'argent. Donc, quand on peut le faire dans du foncier public abordable, oui, on arrivait à le faire. Quand le foncier permettait privé à l'acheter à 600, 800 dirhams, on pouvait produire aussi du logement social. Aujourd'hui, il y a un problème d'extension du foncier, on n'a plus de foncier, donc il faut qu'on rentre quelque part, peut-être dans les zones agricoles, c'est là où je dis encore une fois, la solution est dans le renouvellement urbain, dans la requalification des tissus et des quartiers existants pour donner plus de hauteur. Comment ne pas tomber dans le piège des villes nouvelles? C'est un autre sujet. Les villes nouvelles les villes nouvelles ont été réfléchies sur la base d'une opportunité foncière étatique. C'est ça. Et non sur une vocation. La ville doit avoir une vocation, ne doit pas être un dortoir comme Thamsna, comme Tamansort, etc. La ville, pour vivre, il faut un certain nombre de choses. Il faut d'abord de l'activité. Il faut d'abord ramener le bus, le tramway, le train. L'autoroute n'a été branchée sur la ville nouvelle de Thamsna que 5 ans plus tard. C'est pour ça que le chef du gouvernement a dit que nous avons, donc son équipe et notamment le ministère de l'Habitat a lancé une approche novatrice de l'urbanisme qui nous permettra d'améliorer la planification urbaine et de créer des cadres de vie de qualité. Je veux bien voir ça. Si Sehimi parlait tout à l'heure du colloque national sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire qui a été tenu en 2022 par la ministre, très bien, ça a été préparé en amont, tout ce qu'on veut. Elles sont où les recommandations? Ils sont où les textes législatifs sur la table qui devaient transformer justement ces recommandations? Parce que, quelque part, on en a un petit peu assez de tous ces raoutos. On se réunit dans un entre-soi, on se congratule, etc. On fait des délibérations, on fait des recommandations. Les professionnels ont été invités au débat. Depuis que j'exerce, depuis une trentaine d'années, j'en ai vu des dizaines et des dizaines de colloques comme ça, où les recommandations sont souvent rédigées avant la fin du colloque. Donc, il n'y a jamais de suite dans les idées, on n'a jamais
On a fait quelque chose. C'est pas. Ça On a n'engage fait des que vous choses. aussi, Rachid. Bien sûr, et j'assume ce que je dis. Et encore une fois, qu'on me démontre le contraire. Aujourd'hui, il faut passer à l'acte. Il y a une quinzaine d'années, Sibn Abdallah, qui était ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, a inventé un mot magnifique qui s'appelle la politique de la ville. Il en a fait même un slogan de son ministère. On est en 2024, je mets au défi n'importe quel ministre aujourd'hui de m'expliquer ce qu'est la politique de la ville rapportée aujourd'hui au Maroc. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi cette politique de la ville? Comment on la met justement en exergue? Je vois qu'il n'y a rien. On utilise encore des procédés d'il y a une quarantaine d'années, c'est-à-dire les plans d'aménagement, on les fait selon la même chose, selon les mêmes procédés, et on reproduit toujours les mêmes problèmes durant 30, 40 ans, et on ne veut pas, encore une fois, écouter les gens qui sont sur le terrain, pas simplement les architectes, pas simplement les ingénieurs, les acteurs sociaux, les populations, ce qu'on appelle l'urbanisme de concertation, qu'on revienne sur le terrain, qu'on ouvre le débat sur le terrain au niveau du quartier et pas simplement au niveau des ministères, dans cet entre-soi dont je vous ai parlé. Bon. Passons, si vous le permettez. Non, on va passer sur le dossier de la Samir Sisrimi. Il nous reste moins de 15 minutes, si vous le permettez. D'abord, un mot sur le CIRDI, son rôle, et sur ses décisions qui rejettent la plupart des demandes de Coral Holding. Alors, d'abord, le CIRDI, qu'est-ce que c'est? C'est un centre international de règlement de différends sur les investissements qui a été créé sur la base d'un texte, la Convention de Washington de 1965. Il faut dire que le CIRDI est une entité qui fait partie du groupe de la Banque mondiale. C'est pas une institution arbitrale en dehors, donc c'est avec d'autres institutions, donc c'est extrêmement important. Le CIRDI bénéficie d'une grande crédibilité du fait de son positionnement au sein de la Banque mondiale et du fait que c'est une référence quand il y a un différend entre un État et des investisseurs. Voilà la spécialisation, si je puis dire, du CIRDI, c'est-à-dire un État saisi ou un investisseur estime qu'il a été lésé par un État à propos d'un investissement. Il faut ajouter que le CIRDI comprend plus de 150 membres, donc le Maroc en fait partie, et l'affaire est venue précisément à propos de la Samir. Alors peut-être on va en parler. Oui, justement, c'est pour ça qu'on a ouvert ce dossier. La plupart des demandes, et les demandes étaient importantes, même les montants d'indemnisation demandés ont été augmentés par la partie de l'investisseur. On demandait quand même 2,7 milliards de dollars d'indemnisation. Finalement, la décision est tombée, ce ne sera que 150 millions de dollars. Alors, vous avez raison de le relever, pour la procédure, c'est une procédure très complexe au sein du CIRDI. Les deux parties, en l'occurrence l'État marocain et l'investisseur qui est la société, le groupe Coral Morocco Holding, dont l'actionnaire majoritaire est l'éthiopio-saoudien l'Amoudi, il faut le préciser au moins une fois. Donc, ils ont été saisis de ce contentieux. Alors, c'est une procédure difficile, complexe, mais qui suit des étapes, c'est-à-dire la désignation d'un arbitre, il y a une notification, des procédures, il y a un dépôt, une sorte de consignation pour les frais judiciaires, etc. La décision rendue, c'est lundi. C'est une décision qui fait droit donc aux demandes marocaines. Aux demandes marocaines, c'était quoi? C'était que ce que demandait la partie adverse, en l'occurrence le groupe suédois, d'ailleurs groupe Coral Morocco Holding, c'était 2,7 milliards de dollars. Il faut noter qu'ils ont doublé leur demande formulée il y a 2 ans. C'est-à-dire, et ça c'est un élément intéressant pour le CIRDI, parce que voilà un demandeur qui saisit la justice et puis qui, chemin faisant, après 18 mois, dit « Ah oui, mais vous savez, il faut que je revoie ça à la hausse, etc. » Ça pose un problème de crédibilité de sa demande. Il a eu que le CIRDI a fait droit donc à la demande marocaine et il n'a accordé que 150 millions de dollars au titre de l'indemnité. Alors, sur quoi se fondait la thèse marocaine?
La thèse marocaine, c'est de dire que l'autre partie n'a pas respecté ses obligations contractuelles et il s'est opposé, l'autre partie, elle s'est opposée donc au redressement. Pour le Maroc, c'est important, la Samir, c'est un actif stratégique. Pourquoi? C'est la seule raffinerie qu'il y avait dans le royaume. Et donc, c'est un actif stratégique. Et donc, ça rentre dans la problématique que vous devinez, celle de la souveraineté énergétique. Exact. Parce que quand vous avez Déjà, une raffinerie, sécurité, hein, toujours été après. quand vous avez une raffinerie at home chez vous, etc., ça permet quand même une maîtrise, ça permet d'assurer un minimum de sécurité et de souveraineté. Alors, il faut dire que le Saoudien, l'Amoudi, a pratiqué une politique détestable depuis des années. Il a fermé la Samir en août 2015, alors qu'elle fonctionnait dans des conditions normales. Vous savez combien elle produisait? Par jour, 200 000 barils jour. C'est extrêmement. Il a décidé de fermer en disant qu'il subissait des entraves et des traitements injustes de la part de l'État marocain. Ensuite, il y a une procédure judiciaire au Maroc qui a été enclenchée au niveau du tribunal de commerce de Casablanca, lequel tribunal de commerce avait décidé donc de mettre la Samir en liquidation judiciaire. Et il a étendu ça en novembre 2018 à la saisie des biens personnels de l'autre partie. Alors, il faut aussi parler des arriérés, c'est-à-dire le Maroc a été extrêmement bienveillant à l'endroit de cet investisseur, puisque le total des arriérés dus, c'est 43 milliards de dirhams. Il faut le dire à nos téléspectateurs. C'est-à-dire, du point de vue comptable, la Samir, dirigée par le Saoudien, donc l'Amoudi, devait 43 milliards de dirhams répartis entre ce qui était dû à la douane, aux impôts et aux banques. Il y a des banques qui se retrouvaient sur le carreau, on ne peut pas citer les banques, mais elles savent. Oui, bien sûr. Donc, les implications sont multiples. Voilà. Mais les implications de cette décision du CIRDI sur la Samir, professeur Sahimi, maître Sahimi, parce que là, on est dans le juridique pur et dur. L'implication surtout que le Maroc étudierait toutes les possibilités, y compris le recours à en annulation devant le CIRDI. Oui, c'est prévu effectivement dans les statuts du CIRDI. Une fois que vous savez, quand vous saisissez le CIRDI, vous avez trois pistes. La première, c'est celle de la conciliation. La deuxième qui est ouverte, c'est celle de la médiation. Et la troisième, c'est celle de l'arbitrage. Le Maroc, à bon droit, saisit l'arbitrage. Pourquoi? Parce qu'il estimant qu'il n'y avait pas de compromis possible avec des pratiques de ce type-là, donc de l'autre partie. Alors, la sentence a été rendue lundi, donc c'est une sentence arbitrale qui peut faire l'objet de recours. Des deux côtés. Oui, des deux parties. Oui, tout à fait. Des deux parties, c'est ouvert aux deux parties. En l'occurrence, vous savez que la ministre de l'Économie et des Finances a déclaré hier après-midi que le Maroc se réservait le droit d'engager une procédure en annulation. C'est possible. Alors, sur quelle base l'annulation? C'est intéressant les textes. Il faut une base légale. Vous ne pouvez pas dire je fais une requête en annulation, soit pour défaut de motif, soit pour excès de pouvoir exercé par le tribunal arbitral, soit pour non-respect des règles de procédure. Nous avons bon espoir, évidemment, que nos requêtes seront validées au cas où l'autre partie fasse un recours. Et c'est une affaire qui est quand même extraordinaire parce que c'est un cas d'école. C'est un cas d'école de détournement et d'abus de biens sociaux par quelqu'un à qui le Maroc a accordé beaucoup de facilités dans l'accompagnement de l'incitation fiscale, des facilités, des réchelonnements de dettes, etc. Voilà un peu l'état du dossier. Que viendra la Samir, selon vous, après cette décision? Est-ce qu'on va vraiment se diriger, parce qu'il y a eu débat aussi au niveau du gouvernement même, du Parlement, sur est-ce que la Samir sera ressuscitée? La ministre de l'Économie et des Finances a dit que c'était la réactivation de la Samir, donc qui fait l'objet de liquidation judiciaire depuis des années, est à l'étude. Il faut formuler deux souhaits complémentaires, me semble-t-il. Premier souhait, c'est que la Samir soit
réactiver. On ne peut pas se dispenser et on ne peut pas évacuer un actif stratégique comme la Samir, doit être modernisé, etc. Le deuxième souhait, c'est qu'il faut espérer qu'il y ait une veille vigilante de l'État pour que le cahier de charges dans l'optique de la réactivation de la Samir ne se fasse objet d'une vraie concurrence et qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Sûr. Entre les opérateurs pouvant prendre en main la Samir et les besoins énergétiques du Maroc et la préservation du pouvoir d'achat des citoyens. Je suis un peu elliptique, mais nos téléspectateurs auront compris, sans doute. Ou pas. Rachid Boufous, un commentaire sur cette raffinerie, finalement, après le verdict de la CIRDI, sur les employés, on en parle. Là, il y en a, oui, aujourd'hui, il y en a 500 là, qui sont... 700 plus de 500 qui sont aujourd'hui, concernés. c'était une belle histoire industrielle au Maroc. Elle a commencé en 1959, le gouvernement d'Abdallah Ibrahim. C'est vraiment l'Italie, à travers Mattei, qui était le patron du groupe Eni, qui nous avait aidé à monter cette raffinerie dans des conditions avantageuses de 50-50, alors qu'en général, quand les États occidentaux installaient une raffinerie quelque part, ils nous en prenaient 85% de part. Donc c'était une très belle réussite industrielle. Elle était prévue au départ pour gérer, pour traiter 1,4 million de barils. Elle est arrivée à la fin à 10 millions de barils par an. C'était l'entreprise industrielle la plus rentable au Maroc en 1996. Elle faisait 500 millions de dirhams de résultats. Avec la SCP, qui en faisait à peu près 200 millions, on avait un groupe, d'accord, qui a été mis à la privatisation, c'est-à-dire la Samir plus la SCP, qui faisait 700 millions de dirhams, valeur 1996, qui était énorme. Les conditions de privatisation, bon, on en a beaucoup parlé avec Saïdi, etc. Bon, il n'avait pas activé la commission d'évaluation. Enfin, ça a été fait dans des conditions un petit peu opaques. Et le ministre est devenu directeur général de la société quelques années plus tard, ce qui posait un problème. D'ailleurs, Feu Abraham Sarfati avait justement dénigré cela à juste titre. Et puis on a eu ce saoudo-éthiopien qui nous a promis monts et merveilles et qui a fait de la prison en Arabie Saoudite en 2017 avec le groupe des princes, etc. par Mohamed Ben Salman. Et nous arrivons aujourd'hui avec ce verdict du CIRDI. Moi, je pense que 150 millions de dollars, vaut mieux la payer maintenant que de payer autre chose, que de payer les 2,7 milliards de dollars. Toujours est-il qu'avec les arriérés... Ou peut-être annuler, parce qu'il y a les autres, il y a les 45 milliards de dirhams que vous évoquiez tout à l'heure. Avec les 43 milliards de dirhams d'arriérés... Parce que c'est parce que pour certains, il faut récupérer les fonds détournés, qui auraient été détournés à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Entre les 43 milliards de dirhams d'arriérés, les 150 millions de dollars et le coût de réactivation qui aujourd'hui, à travers les gens qui travaillent à la Samir, disent qu'aujourd'hui, pour réactiver la Samir, il faut au moins 700 millions de dollars pour la remettre en... Donc ça veut dire que nous sommes aux alentours de 53 milliards de dirhams de manque à gagner. Mais vaut mieux passer aujourd'hui à autre chose et ça va nous servir, je pense, d'excellentes leçons. Il ne faut jamais laisser tomber la souveraineté nationale en matière d'énergie. Il faut même aujourd'hui encourager le secteur privé avec une participation de l'État pour faire d'autres raffineries au Maroc. Aujourd'hui, on fabrique un immense port au niveau de Nador pour justement pour le gaz, etc. Nous avons besoin de cette indépendance énergétique et ça nous permettait aussi, ça nous permettra aussi une ouverture sur l'Afrique parce que il faut pas oublier que les pays africains sont très peu dotés justement, ils doivent acheter le carburant. Le Maroc a quelque chose à jouer là-dedans. Il faut s'y mettre comme nous avons fait dans d'autres secteurs industriels. Merci beaucoup Rachid Boufous. Merci Mostafa Sahimi, merci d'avoir enrichi ce débat ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne soirée.